Bonjour, bienvenue, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, on va parler de la stratégie d'innovation du cabinet BMA. On parlera également dans quel état se retrouveront les entreprises après la crise sanitaire. Et enfin, on va évoquer Sage Business Cloud Comptabilité, la nouvelle solution SaaS de Sage. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Erwan Lirin, CEO du cabinet BMA, avec qui on va parler de la stratégie d'innovation du cabinet. Erwan, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Alors, pouvez-vous nous présenter la stratégie d'innovation du cabinet BMA et Alors, pourquoi vous l'avez adoptée? Bien sûr. Alors, BMA, on a pris cette décision d'investir lourdement dans l'innovation il y a maintenant 5 ans de cela, en faisant un constat. Donc, BMA, en quelques chiffres, c'est un cabinet d'audit et de conseil, 170 professionnels, avec différentes activités, 4 métiers qui cohabitent, qui sont un métier dédié aux services financiers, accompagnement dans le cadre de transactions, d'évaluation, des métiers liés à la compliance et la maîtrise des risques, un troisième métier qui est lié au commissariat aux comptes, et puis un quatrième métier qui est lié au support et conseil opérationnel, donc tout ce qui est production de l'information financière et optimisation des organisations. Donc on retrouve les métiers traditionnels des structures d'audit et de conseil. Maintenant, on évolue dans un environnement qui évolue à toute vitesse, que ce soit pour nos clients qui sont soumis à des besoins de sécuriser leur organisation, de valoriser différemment la donnée dont ils disposent, d'optimiser toute l'efficacité de leur processus. Par ailleurs, on a aussi des technologies qui évoluent. On parle beaucoup de big data, d'intelligence artificielle. Et donc tout ça nous pousse à réfléchir un peu en nous disant quels vont être les métiers de BMA demain. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, on prend la décision d'investir lourdement dans l'innovation. Alors comment ça se traduit? Parce que l'innovation, on peut avoir de bonnes idées, ce qui est important aussi, c'est de les exécuter. Donc on a commencé par constituer un pôle d'innovation dédié à ce sujet-là, en embauchant une équipe d'informaticiens, data analystes, qu'on a agrégés aux équipes de BMA et qui opèrent au sein de nos équipes. Ça fait combien de personnes? Ça fait une dizaine de personnes aujourd'hui, donc 5 experts dédiés à ce sujet innovation. Voilà. Donc elles interviennent au sein de nos équipes, avec ce pôle à plusieurs missions. D'une part, c'est d'aller voir ce qui se fait ailleurs, de s'ouvrir un peu sur l'extérieur, de constituer un écosystème pour faire de la veille, pour repérer soit des technologies ou des besoins auxquels on peut répondre avec notre expertise métier. Une fois qu'on se les a appropriés, à ce moment-là, on les transforme en solutions en y intégrant toute l'expertise de mes professionnels. Chez BMA, on a 170 professionnels, ça fait un peu plus de 200 000 heures par an passées sur le terrain à résoudre des cas clients. Donc on a de quoi nourrir des solutions de façon totalement extraordinaire. Et donc, à partir de ce moment-là, ce pôle ensuite va décider soit d'utiliser des technologies existantes, ou soit de développer notre propre solution. Voilà. Alors, dans le cadre de cette stratégie d'innovation, vous avez lancé notamment Géo, une solution digitale d'audit et de contrôle comptable et financier. Pouvez-vous nous la présenter? Bien entendu. Alors, Géo, ça a été peut-être l'investissement le plus significatif de notre cabinet, qui a pour mission de sécuriser l'organisation de nos clients. Alors, sécuriser l'organisation de nos clients en se basant sur la donnée, sur la data. Donc, Géo, en fait, comment fonctionne Géo? On récupère de la donnée comptable issue des ERP de nos clients, français et internationaux. Aujourd'hui, Géo est déployé dans 40 pays chez nos clients. On sera à 60 pays d'ici la fin d'année. Donc, on récupère de la donnée comptable et sur cette donnée comptable, on opère des contrôles sur la base d'algorithmes que nous avons développés dans Géo. Ces algorithmes vont faire quoi? Vont permettre de détecter peut-être des anomalies, ou en tout cas mettre en avant des points d'évidence ou des points à aller investiguer, de commenter éventuellement, donc de partager, d'avoir une plateforme collaborative autour de ces anomalies mises en place, de comparer des pratiques comptables entre différentes sociétés d'un même groupe, et une fois que cette donnée est contrôlée, ensuite de procéder à de l'analyse financière, soit embarquée directement dans Géo, ou à partir d'autres solutions qu'on a développées en parallèle. Voilà. Alors, vous évoquez d'autres solutions que vous développez. Peut-être, quelles sont les prochaines étapes pour votre cabinet en matière d'innovation? Alors, en matière d'innovation, donc il y a Géo qui est en fait la deuxième solution technologique qu'on a développée chez BMA. Il y en a une première qui est Fairness Finance. Fairness Finance, c'est un outil qui permet d'éditer, nous éditons de façon mensuelle,
des primes de risque. Donc le fameux taux d'actualisation qu'on utilise pour valoriser des sociétés ou faire des tests de valeur, nous avons élaboré un algorithme de calcul qui est mis à jour de façon mensuelle, par zone géographique, par secteur d'activité, et que nous commercialisons aujourd'hui auprès de départements M&A de groupes, de banques ou d'autres cabinets ou d'évaluateurs. Voilà. Donc ça, c'est le premier système, donc en matière d'évaluation. On travaille également sur une suite qu'on appelle la suite Explorer, basé sur une technologie Power BI, donc on prend des systèmes de business intelligence dans lesquels on va mettre tout notre savoir-faire d'experts métiers et de connaissance des besoins de nos clients pour avoir des éléments pré-paramétrés. Voilà, donc on a deux dans la suite Consolidation Explorer, la partie consolidation et reporting, donc qui va permettre de gagner en efficacité dans l'analyse de la donnée consolidée en utilisant tout ce que permet de faire la data visualisation. Une autre suite, dans la suite, on a Finance Explorer, qui elle est de la pure analyse financière, qui a été développée par nos équipes de transaction de services. Donc nos équipes de transaction de services sont des professionnels qui interviennent à longueur de temps dans l'analyse de la performance financière de sociétés, dans des contextes d'acquisition, de cession, et donc qui ont mis leur savoir-faire dans cet outil-là et qu'on met à disposition de nos clients. Voilà. Bon. Donc ça, c'est les deux sujets qui existent déjà, qui sont concrets, qu'on commercialise, qu'on continue à enrichir en permanence. Et les prochains sujets? Alors, les prochains sujets, on s'intéresse aujourd'hui à Géo, bien sûr, continuer à développer Géo. D'ailleurs, Géo est un projet qu'on va incuber dans une société à part pour qu'il puisse vivre toute l'aventure auquel il a le droit. Et puis, par ailleurs, il y a des sujets qui nous intéressent beaucoup, qui sont les nouveaux formats de publication de l'information financière. Donc, le format XBRL, comme on l'appelle. Aujourd'hui, on est dans la mise en place, dans la codification de l'information pour la mettre à disposition. La question, ce qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette information-là demain dans nos métiers? Qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir avec toute cette information disponible à nos clients? Des benchmarks ou autres. Donc, on réfléchit sur ce sujet-là. Et puis ensuite, il y a tous les sujets liés au reporting extra-financier sur lesquels on réfléchit beaucoup, en y associant nos différents métiers, que ce soit en termes d'évaluation, de contrôle et puis de mise en place des processus nécessaires. Voilà. Bon, on voit que les perspectives de développement en matière d'innovation sont nombreuses pour votre cabinet. Merci d'être passé sur notre plateau, Erwan. Merci de votre accueil. Merci. Vous êtes toujours dans la matinale du monde du chiffre. Dans quel état vont se trouver les entreprises après la crise sanitaire? On en parle tout de suite avec mon invité Stéphane Régnier, président de RCA Consulting. Stéphane, bonjour. Bonjour Arnaud. Tout d'abord, pour débuter cet entretien, dans quel état sont les entreprises actuellement? Écoutez, les entreprises sont dans un état mitigé, on va dire, avec beaucoup de perspectives et en même temps beaucoup de dangers, je dirais, au-dessus de leur tête. Et si vous voulez, on va analyser un petit peu ce qui s'est passé depuis 2020, puisqu'on a eu plusieurs étapes qui se sont déroulées. Alors, j'ai la chance de travailler dans le monde des experts comptables depuis 25 ans, ce qui me permet d'avoir constaté leur intervention qui a été magnifique, notamment en mars, avril, mai, juin 2020. Où ils ont joué une sorte de première phase, si vous voulez, de l'accompagnement en pleine période fiscale, qui plus est, ce qui n'était pas de fait pour les arranger. Et je pense qu'ils ont su tout à fait organiser ce que j'appellerais la période de survie de l'entreprise, puisque l'économie s'est brutalement arrêtée. Et donc, il a fallu faire des reports de charges, il a fallu faire du chômage partiel, tout ce dont on a parlé, des PGE, etc. Et profiter de toutes les aides et subventions qui tombaient grosso modo tous les matins, il se passait un truc nouveau, quoi. Bon, alors c'est tout à l'honneur, je dirais, de notre ministère de l'économie et des finances qui a fait ce qu'il fallait. Mais effectivement, ça a aidé les entreprises à être parfaitement performantes et on l'a vu dans les statistiques plus ou moins récentes des faillites d'entreprises, puisqu'il y a eu beaucoup moins de faillites, entre 30 et 40% de faillites en moins. C'était déjà mesuré en 2020 et c'est encore jusqu'au 31 mars récemment, on a vu que c'était encore un taux très élevé. Donc l'économie est restée en vie. Alors parfois peut-être suspendue dans des conditions un peu compliquées. Peut-être sous perfusion. Oui, c'est ça, c'est un peu sous perfusion. Alors ça, c'était ce que j'appellerais la phase 1. La phase 2, ça a été plutôt une phase parce qu'on a vécu l'été où tout le monde s'est dit, ça y est, c'est fini, tout le monde repart et tout va bien.
pas de chance, au mois d'octobre, on a recommencé. Donc deuxième et puis troisième confinement. Et là, tout à coup, il a fallu se dire, il va falloir allonger un petit peu la période de survie. Donc, à nouveau expert comptable, je pense qu'aujourd'hui, encore dans cette période fiscale de 2021, ils ont agi avec brio pour aider les entreprises là-dessus. Et je pense que par contre, ça crée un certain phénomène dans la tête des chefs d'entreprise qui se sont dit « Oh, bah, il y a toujours l'aide de plus, le truc qui fait qu'on peut ne pas payer, qu'on peut reporter au calende grec, j'allais dire. » Et donc, c'est un peu spécial comme ambiance, si vous voulez. Et je crois qu'à un moment donné, ça crée un phénomène un peu pervers dans la tête des dirigeants, et notamment des dirigeants qui réellement n'allaient pas bien et qui auraient peut-être dû prendre des mesures. Or, on a bien vu que quand Emmanuel Macron, notre président, a fait son premier discours lié au premier confinement, le lendemain, le système de faillite, l'organisation du système des procédures collectives a été suspendue pendant plusieurs mois. Donc jusqu'à la rentrée de 2020, on ne faisait plus faillite en France. Bon, donc ça a aidé un petit peu en plus, puisque les gens n'y allaient plus. Et ça, c'est 2020. Aujourd'hui, on se retrouve en 2021, donc à un moment donné, il va falloir quand même faire quelque chose. On se retrouve peu ou prou à la fin du « quoi qu'il en coûte », la phrase célèbre du président. Et donc là, retour à la réalité, c'est plus tout à fait pareil. Maintenant, il faut commencer à envisager des choses. Et donc là, on se rend compte qu'il y a eu deux moments forts qu'on a vus ces derniers mois, assez récemment. Le premier temps fort, c'était les banquiers qui ont dit alors les PGE, monsieur le client, comment vous les remboursez là? Comment vous le remboursez? C'est quand même 25% du chiffre d'affaires des entreprises, en tout cas ceux qui ont pris le maximum, c'était 25%. Rembourser 25% dans un système où en France on a une rentabilité moyenne qui est inférieure à tous les autres pays d'Europe, presque, c'était quand même un peu compliqué. Donc on peut penser qu'il y a beaucoup de reports, beaucoup d'étalement sur pas mal d'années. Donc ça a été un peu le premier temps fort par les banques. Et le deuxième? Le deuxième temps fort, c'est le gouvernement, c'est le ministère de l'économie et des finances et Alain Griset qui disent, bon, maintenant, ça y est, là, c'est un peu la fin des aides. Donc on va mettre quand même un peu massivement une sorte de plan de relance pour que tout reparte. Et donc ça y est, on est dans une perspective de sortie de crise. Et là, on passe à une autre dimension. Donc, si vous voulez, on a eu deux phases. On suspend tout le monde et on retient tout le monde en vie. La troisième phase, c'est attention, maintenant, c'est le début de la fin. Il faut commencer à prendre un plan. Et je dirais, il y a des phases 4 et 5 que je vais vous décrire maintenant, si vous me Comment ça me va se permettez. passer, alors, justement, pour les entreprises? Alors, justement, on se retrouve dans une situation un peu bizarre, où beaucoup d'entreprises, très sincèrement, ne devraient plus exister. Bon, c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. C'est la loi de la nature et la loi de l'économie. On se rend compte que derrière des crises financières, enfin économiques ou financières telles qu'on les a vécues depuis 20 ans, il y a une étude danoise qui a concentré toutes les études qui avaient été faites post-crise pour analyser qu'est-ce qui s'est passé dans l'économie nationale et dans beaucoup de pays occidentaux. Et on se rend compte que cette étude arrive à la conclusion qu'environ 17% des entreprises ont disparu derrière ces crises-là. Alors disparu, c'est pas toutes faire faillite. Disparu, c'est une grande partie quand même faire faillite, une partie se revendre, donc se faire racheter par des gens plus puissants, en meilleure santé, et une partie qui ont tiré le rideau tout simplement et qui ont dit bon, là j'arrête parce que c'est plus possible. Voilà. Donc 17% dans des crises qui ont été sûrement moins violentes que cette crise sanitaire de la Covid. Sûrement moins violente, parce que moins brutale. Même 2008 a été une crise moins violente, si on va par là. Donc vous imaginez plus de disparitions d'entreprises? Alors justement, c'est ce que un petit peu tous les spécialistes convergent à penser, c'est que déjà cette étude-là disait, en général, il y a en moyenne 17% voilà. Et aujourd'hui, je travaille avec des éditeurs de logiciels qui font de la notation financière, un petit peu le pendant de la notation Banque de France. Le problème, c'est que la notation Banque de France, elle démarre à 750 000 € de chiffre d'affaires et au-delà. Donc plutôt une société un peu structurée au-dessus. Or, en dessous, on n'a pas de visibilité. Et c'est quand même les clients essentiellement des experts comptables, par exemple. C'est le tissu économique français, tout simplement. Et sur cette partie-là, on a ces outils d'analyse financière sous forme de logiciels qui nous disent qu'en fait, on a entre les entreprises fragiles et les entreprises vraiment en difficulté, déjà, en termes de notation, on se retrouve à 20-25% d'entreprises qui sont dans ces situations-là. Donc ça corrobore totalement l'étude danoise qui disait, voilà, 17%, c'est ce qui risque d'arriver, ou en Donc tout cas, c'est ce qui arrive souvent. on peut s'attendre à une rentrée
compliqué. Quelles sont vos préconisations rapidement? Alors c'est vrai que ça nécessite que les experts comptables fassent un travail urgent, je dirais, de prise en main d'outils de trésorerie, prévision, simulation, etc., pour emmener les entreprises vers un plan d'action qui soit sérieux, qui soit solide, qui soit étayé financièrement, parce que les banquiers vont pas y aller comme ça avec un petit tableau Excel, vite fait, bien fait. Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, il faut mettre à exécution le plan d'action. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir un suivi sérieux de cette trésorerie, parce que c'est le nerf de la guerre, tout simplement. Donc à partir de là, si tout le monde fait son job, donc les experts comptables vont massivement dans cet appui trésorerie avec des outils, des techniques qui sont nécessaires souvent pour le faire, ce qui n'est pas dans leur histoire récente. Ils sont plus sur des prévis d'exploitation que des vrais prévis de trésorerie. C'est pas tout à fait la même chose. Donc il faut qu'ils s'accaparent cette culture un petit peu nouvelle et travailler dans le cœur du business de l'entreprise. Et je pense qu'en termes de préconisation, il faut faire attention aussi à autre chose, c'est que on se retrouve avec quand même de nombreuses épées de Damoclès aujourd'hui sur la tête des entreprises. On a les matières premières qui remontent violemment en ce moment avec des problèmes d'approvisionnement et de l'inflation qui repart. Donc, qui dit inflation dit peut-être demain mouvements sociaux. Ça, le gilet jaune bis ou vert, rouge, orange, violet, je ne sais pas, peut ressortir tout à coup sans qu'on y prenne garde. La reprise de 5 à 6% qui nous est annoncée, la problématique, c'est qu'on ne sait pas si elle va vraiment arriver dans ces conditions. Et puis, il y a aussi les contraintes climatiques qui pèsent sur la croissance, qui feront qu'on pourra pas faire n'importe quoi. Donc, je pense que nous, pour notre part, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis au point des outils de trésorerie connectés à la compta des entreprises. C'est particulièrement important d'être connecté à la compta pour deux raisons. La première, c'est que ça permet d'éviter que l'entreprise et le comptable fassent 2 fois le même travail. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui, et tout le monde travaille en bricolant dans Excel et tout ça. Et la deuxième raison? Et la deuxième raison, c'est que, en fait, ces simulations-là, il faut arriver à les mettre en action, à les mettre en équation, et surtout à les surveiller à un moment donné. Et on peut sauver une entreprise en accélérant la vélocité de son cash, c'est-à-dire la vitesse de remontée de son cash. Il faut abandonner un peu ses marges, parfois, pour accélérer les remontées de cash et accélérer également l'exploitation de l'entreprise et son business model. Et toutes les préconisations du gouvernement sur Internet, sur différentes choses, et la refonte des modes dans la vie d'après, on va dire, des modes d'exercice des entreprises, sont fondamentales parce qu'on se rend compte que si au-delà de la trésorerie, il n'y a pas aussi une refonte du business model, beaucoup d'entreprises n'arriveront pas à survivre et à se pérenniser dans le monde d'après. Eh bien, on va conclure là-dessus, Stéphane Régnier. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie, Arnaud. Vous êtes toujours dans la matinale du monde du chiffre. On va parler de Sage Business Cloud Comptabilité, la nouvelle solution lancée par Sage. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Tristan Debrucker, chef de marché chez Sage. Tristan, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter Sage Business Cloud Comptabilité? Ouais, donc Sage Business Cloud Comptabilité, comme vous venez de le dire, c'est une solution qu'on vient de lancer là au mois de mai. C'est une solution qui est hébergée dans le web, donc disponible avec depuis un accès Internet, et c'est une nouvelle solution dans le sens où on va vraiment utiliser donc les technologies d'aujourd'hui pour mettre l'accent à la fois sur tous les principes d'automatisation, donc de collecte de l'ensemble des flux qui vont être nécessaires pour tenir une comptabilité. On va y ajouter des algorithmes plus ou moins intelligents à différents niveaux pour affranchir les utilisateurs donc de tout ce qui est tâches à faible valeur, en particulier la saisie, lui laisser le contrôle sur la validation de ces données, et surtout, au final, donc l'objectif, c'est bien de pouvoir lui ressortir des tableaux de bord avec des indicateurs clairs qui vont lui permettre de gérer au quotidien, de prendre des décisions dans le suivi de son activité. Concrètement, comment ça marche? Quelles sont les fonctionnalités? Alors, concrètement, donc c'est une comptabilité générale. Pour l'instant, il n'y a pas d'analytique, c'est quelque chose qu'on va adresser plus tard. Les fonctionnalités, c'est surtout tout ce qui est l'automatisation autour de la collecte des flux bancaires, de la collecte des flux d'achat
avec notamment une technologie d'OCR, donc de reconnaissance de caractère intégrée au logiciel, et une collecte des flux de vente pour justement processer ces informations-là. Quelles sont les perspectives de développement, les nouvelles fonctionnalités que vous pouvez ajouter dans le futur? Alors, c'est une solution effectivement qu'on appelle Cloud Native SaaS, donc qui évolue en permanence. Donc, il y a des évolutions, des améliorations qui arrivent tous les mois. Et les grosses fonctionnalités qui vont arriver, ça va être en particulier l'ouverture de l'écosystème via les API. Donc, c'est des connecteurs qui vont permettre à l'ensemble des clients ou de nos réseaux de revendeurs de venir connecter des applications tierces sur notre solution comptable. Et on a aussi dans un court moyen terme tout ce qui est gestion des relances, donc pour vraiment accompagner l'utilisateur dans une meilleure maîtrise de sa trésorerie, qui est quand même le nerf de la guerre quand on est entrepreneur et qu'on pilote une entreprise. Alors, cette solution fait partie, je crois, d'un ensemble, d'une plateforme Sage Business Cloud. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette plateforme? Quelles sont les solutions? Ouais, effectivement, ça fait partie de tout un écosystème. Pour l'instant, on va retrouver la paye. On a donc Sage Business Cloud Pay qui est intégré dans cette plateforme. L'idée, c'est que ces solutions-là vont pouvoir communiquer entre elles, puisque ça fait partie d'un ensemble. On est en train de travailler aussi sur une partie gestion commerciale pour accompagner aussi les entrepreneurs dans tous les flux commerciaux de leur activité. Et on va retrouver donc les API que j'ai mentionnées dans cet écosystème, avec une marketplace qui pourra proposer des éditeurs tiers connectés donc dans cette solution. Et on a en plus de ça une couche qui, elle, est pas visible pour nos utilisateurs, mais qui est destinée à nos réseaux de partenaires, parce que chez Sage, on a la particularité d'avoir un modèle commercial à la fois en direct auprès de nos clients, mais aussi d'embarquer un certain nombre de partenaires qui vont, eux, ajouter leur couche de service, leur couche de paramétrage, leur couche de formation, enfin d'accompagnement en proximité. Et il y a toute une plateforme, en fait, de console d'administration dans cette plateforme qui permet à nos partenaires d'apporter encore plus de valeur aux utilisateurs. Tristan, merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de La Matinale du Monde du Chiffre.